Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Je pense que c'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Alors Élise, tu nous parles d'un organisme très controversé, l'American Council of Science and Health. Et donc on a vu, pour ceux qui sont connectés, qu'en effet il y avait eu comme un Twitter fight, une bataille sur Twitter avec eux-mêmes. Ils n'ont même pas attendu que tu puisses dire quoi que ce soit, d'une façon plus que condescendante, voire sexiste. Ils t'ont dit que tu ne méritais presque pas ton doctorat, rien que ça, pour ne citer qu'un seul de leurs tweets. Mais avant de commencer, on va tout de suite écouter un extrait. On écoute. There's so much information. We're being barraged with information constantly. It's hard to tell what's the truth from what's not the truth. Who's the good guys, who's the bad guys, what's safe, what's not safe. How do you tell what's going on, especially when it comes to the world of science and health? When we see a scientist telling us that something is completely safe, we tend to believe them, right? Why wouldn't we? Take, for instance, the American Council on Science and Health. The name itself just oozes positivity. Yes. Oh, they're on my side. They're American. They're advocating they're for a council. Americans. Yeah. It's science and health. They're going to tell us what's good for us. They're not going to lead us wrong. The ACSH builds itself as an independent research advocacy organization devoted to debunking junk science. Good. We need somebody debunking that junk science. However, a recently leaked document reveals that the ACSH depends heavily on funding from corporations that have a financial stake in the scientific debates that they're addressing. Alors oui, bonsoir tout le monde. Donc brièvement dans l'extrait audio qu'on vient d'entendre, c'est deux journalistes de Lip TV, qui est un média indépendant, qui nous décrivent l'American Council on Science and Health, ou ACSH, donc comme étant une organisation scientifique ayant pour objectif de démasquer la fausse science. Donc quand un scientifique nous dit qu'un produit est sécuritaire pour nous, ben on a facilement tendance à le croire, hein. Or l'ACSH a des sources de financement un peu louches. Et à la lumière de ces informations, on comprend bien leur position qui est très pro-industrie. Donc, la semaine dernière, je suis tombée par hasard sur un article récent paru sur leur site web. Et le titre était « C'est officiel, les pesticides néonicotinoïdes ne tuent pas les abeilles ». Alors moi, j'étais plutôt surprise de lire ça, surtout que le lien entre les pesticides néonicotinoïdes et le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles fait plutôt consensus dans la communauté scientifique. C'est là que j'ai commencé à fouiller sur c'est quoi ça, la CHS, et c'est qui les finance. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu une idée des positions qui sont véhiculées par la CHS, Élise? Oui, certainement. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, le DDT, est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, peut-être que oui, c'est un insecticide puissant qui a été largement utilisé après la Seconde Guerre mondiale dans l'industrie agricole, mais aussi pour lutter contre des insectes vecteurs de maladies comme la malaria. Donc, sa toxicité comme cancérigène et perturbateur endocrinien, surtout sur le système reproducteur des oiseaux, a été mis en évidence par Rachel Carson, la mère de la toxicologie, dans son livre Printemps silencieux. Donc, le DDT a des impacts terribles sur la faune, mais aussi sur la santé reproductive humaine. La CSH affirme que le DDT souffre d'une réputation qui n'est pas basée sur des faits scientifiques crédibles. Idem pour le bisphénol A, qui est un produit utilisé comme plastifiant et qui est pourtant interdit dans les produits pour bébés depuis plusieurs années, entre autres par la Food and Drug Administration, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et aussi par Santé Canada. Donc, la CSH a aussi affirmé que la fracturation hydraulique, donc on se rappelle, c'est une méthode d'extraction des composés fossiles, j'en ai parlé à quelques reprises ici, donc que la fracturation hydraulique ne pose pas de risque de contamination de l'eau et l'air, alors que des résidents près d'extraction gazière en Pennsylvanie peuvent littéralement mettre le feu à leur eau qui sort du robinet et que plusieurs études depuis 2014 prouvent la contamination d'eau de surface près des sites de fracturation hydraulique. Donc, la CSH a même affirmé, tenez-vous bien, qu'il n'y avait aucune preuve qu'il liait les maladies cardiovasculaires à l'exposition à la fumée secondaire. Faut le faire. Et wow. Alors, pour un peu de croustillant, quelles sont leurs sources de financement à ce très cher organisme? Alors, c'est là que ça devient intéressant. On pourrait se dire que c'est une bande d'illuminés qui a un blog, hein, mais les membres de la CSH sont des scientifiques avec des PhD. Donc, quoi, ça ne veut rien dire. Effectivement. Donc, en 2013, il y a eu une enquête menée par Mother Jones, qui est un magazine d'enquête, qui a rendu public des documents démontrant les sources de financement de la CSH. Donc, sans surprise, on peut constater
que cette organisation dépend en grande partie de l'argent qui vient de corporations qui ont un intérêt financier dans les opinions scientifiques véhiculées par la CSH. Donc, par exemple, Bayer Crop Science, Syngenta, Monsanto, Dow Agro, qui sont toutes des multinationales agrochimiques, ont contribué significativement à remplir les coffres de la CSH. Est-ce qu'on peut donc faire confiance aux études menées par la CSH concernant l'impact des pesticides, par exemple? D'autres corporations pétrochimiques comme ExxonMobil, l'American Petroleum Institute, Chevron sont aussi des donateurs. Donc, la CSH utilise sa tribune, le fait que la population générale va normalement faire confiance à quelqu'un qui se dit docteur ou médecin, pour valoriser ces bailleurs de fonds et orienter l'opinion publique vers une idéologie pro-industrie. Et ça, c'est une tactique déloyale. Et alors, finalement, donc, c'est ça, la CSH, c'est comme un groupe un peu paravent pour les industries du tabac, l'agrochimie, tu viens de le dire, mais aussi le pharmaceutique et la pétrochimie. Alors, dans tout ça, est-ce que tu vas quand même nous donner une bonne nouvelle pour nous, Élise? Ben, je pense que la première bonne nouvelle, c'est que j'ai carrément gagné cette Twitter fight. La vraie bonne nouvelle, c'est que dans cette histoire, en fait, c'est que l'éthique puis les sources de financement douteuses de la CSH, c'est public. Ça n'a pas été compliqué pour moi de trouver ça, là, vraiment. Là. Okay? Donc, la présence dans l'espace public de ce genre de groupe, mais également l'emphase sur la responsabilité que nous, on a comme scientifiques crédibles de partager nos résultats de façon vulgarisée au grand public. Ah, merci beaucoup Élise sur en effet cette touche de bonne nouvelle. On retrouvera bien sûr la vidéo de ta chronique sur le YouTube de l'émission. Et puis oui, c'est ça. C'est vrai que j'ai envie de dire que c'est quand même bien dégoûtant, mais de toute façon la façon dont ils ont répondu sur Twitter, de base, ils sont sur la défensive, ils sont donc pas très crédible. Non, puis allez la voir, la Twitter fight sur mon Oui, t'as pris des captures d'écran pour la mettre sur les pages Facebook et Twitter de la foule à poule. Oui, parce que certains tweets venant de leur part ont été supprimés par la suite, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toutes les preuves. Bon, on espère qu'ils nous écoutent ce soir aussi, parce qu'ils avaient envie de te challenger scientifiquement, donc on va voir s'ils ont quelque chose à répondre à ta chronique de ce soir. On espère.